d'un aspect de ce qu'on appelle le réchauffement de la planète, le gaz carbonique. Alors, le gaz carbonique, tout le monde a une vague idée de ce que c'est. On nous en rabat les oreilles à toutes les sauces, que s'il augmente de 10%, ça va augmenter de 2,75% ou 2,75 degrés Celsius la chaleur de la planète. Bon, on dit beaucoup de choses, probablement beaucoup de choses qui ne sont pas très scientifiques. Et Claude va nous parler d'un aspect de ce dit réchauffement par le biais du gaz carbonique. Alors, il m'a demandé de poser une question en préalable à sa conférence, à savoir, je vais vous demander de voter quelque part, à savoir si vous pensez, et si c'est le cas, si vous pensez que le gaz carbonique est un polluant. Alors, est-ce que le gaz carbonique est un polluant ou plutôt un polluant? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord, levez la main. Personne ne se serait manifesté. Vous êtes des auditoires bien sages. Bien sages parce que. Donc, Claude va nous parler de ce gaz carbonique. On va le laisser faire. Merci en tout cas d'être là. Pas très nombreux, mais on aura la qualité si on n'a pas la quantité. Bonne soirée. À toi. Alors, avant d'aborder le diaporama, un petit historique sur qu'est-ce qui fait que sur ce sujet, je suis ce soir devant vous aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était à Kyoto, le protocole de Kyoto, qui a été le premier traité signé entre des États du monde entier pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Ce traité de Kyoto était basé sur les affirmations et les signaux d'alarme par un groupe qui s'appelle le Groupement intergouvernemental des experts en climatologie, le GIEC dont on reparlera. Peu après, c'était il y a 10 ans, peu après que ce protocole de Kyoto ait été signé, j'ai découvert sur Internet les publications d'un certain Robert Giraudon. Donc, je suis tombé sur Internet sur les publications de certains Robert Giraudon, que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais jamais entendu parler, mais ces publications m'ont interpellé. Les publications de Robert Giraudon se résument en 2 phrases. Premièrement, le gaz carbonique n'est pas un gaz à effet de serre significatif. Deuxièmement, l'homme n'est pour rien dans le réchauffement de la planète. Quand on vient d'assister à la signature du protocole de Kyoto, c'est, je dirais, quelque chose qui décoiffe à ce moment-là. Et à l'époque, j'ai bien étudié la question et je suis arrivé à la conclusion que Robert Giraudon avait raison. J'ai un blog, j'en ai parlé sur mon blog. Mon blog est assez bien référencé sur Google, j'ai eu pas mal de lecteurs et des réactions. Et ces réactions, il s'est passé quelque chose de surprenant. Je n'ai personne qui est venu apporter des contre-arguments et dire non, je ne suis pas d'accord parce que ceci, parce que cela, aucun raisonnement. J'ai eu la moitié de messages d'insultes, me traitant de tout le monde, d'assassin, qu'à cause de moi la planète allait mourir, parce que je disais n'importe quoi, mais sans aucun argument, à part insulte. Et j'ai eu comme deuxième type de message ceux qui me disaient mais ce Robert Giraudon, on ne connaît pas. Donc, ce qu'il dit, c'est du pipeau. Si vous me connaissez, on pourrait croire, mais là, on ne peut pas croire quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors que l'attitude correcte, il me semble, c'est celle que j'ai eue, c'est-à-dire d'étudier, sans se préoccuper de la personne, d'avoir un esprit critique, d'avoir le doute, et après, de se faire son opinion et de l'exprimer. Pas de condamner a priori. Et ce type de raisonnement est très particulier des pays totalitaires, notamment en Chine. Un dissident chinois, par exemple, s'amuse-t-il à critiquer certaines exactions dans son pays. Les dirigeants chinois ne s'amuseront jamais à discuter sur les faits dont ils parlent. Ils expliqueront que c'est un traître, que c'est un révisionniste, que c'est tout ce qu'on veut, pour disqualifier la personne. En estimant que s'ils disqualifient la personne, ils disqualifient
disqualifier aussi l'individu. C'est ce qui s'est passé avec Robert Giraudon dans mon blog. On voulait disqualifier Robert Giraudon, donc on disqualifiait toutes les idées que j'avais reprises. Un jour, ce que j'ai écrit est arrivé aux oreilles de Robert Giraudon lui-même. Robert Giraudon lui-même est intervenu sur mon blog. Il s'est présenté. C'était un géologue de haut niveau qui s'était beaucoup occupé de géologie, de climatologie, parce que la climatologie, c'est plus les géologues qui s'en occupent que les climatologues, parce que l'histoire du climat du pays, elle se fait par l'étude des carottages glaciaires, du sol, de la météorologie, beaucoup plus que par les données récentes de la météorologie. Il a présenté une contre-argumentation à certains arguments. Et ensuite, Claude Allègre a publié un livre il y a quelques années qui s'appelait L'imposture climatique. Ce livre a fait un certain bruit pendant pas longtemps parce qu'il a vite été étouffé par l'omerta qui règne sur le politiquement incorrect en climatologie. Mon blog ayant encore une certaine notoriété, j'ai été lu par des universitaires libanais et j'ai été invité en mars 2010, ça fait donc 5 ans, à faire une conférence, celle-ci, à l'université de Kasserine, au nord de Beyrouth. Alors, il m'avait invité pour une raison très simple, c'est que quand il y a un consensus qui se dégage entre certains intervenants, dans cette université, ils décident de faire venir quelqu'un qui apporte la contradiction aux autres. Et là, j'étais le vilain petit canard de la portée. Sur 8 intervenants, j'étais le seul à avoir l'opinion que j'avais. Il y avait 4 communications le matin, 4 l'après-midi, Ganiel passait l'après-midi, et la réaction de la salle a été très intéressante parce qu'elle a été très passionnelle, avec un clivage en deux. Il n'y avait pas de personnes qui sont restées tièdes, peut-être ou peut-être pas. Il y a ceux qui disent non, c'est pas possible, c'est pas vrai, le réchauffement climatique, c'est notre activité, qu'on fasse quelque chose, et ceux qui disaient, peut-être raison, finalement, je suis séduit et j'y crois. Et à l'époque, je ne disposais pas des arguments dont je dispose aujourd'hui qui sont beaucoup plus décisifs. Donc, après le cycle, j'ai continué à chercher le sujet, je fais une conférence, notamment devant le Rotary à Toulon, et je fais maintenant partie d'un cercle de scientifiques climato-sceptiques. Je fais partie de leur lettre de diffusion et je reçois des mails tous les jours, des informations. Il y en a même que j'aurais voulu attaquer aujourd'hui, que j'ai reçu ce matin, je ne peux pas, notamment sur le scandale des éoliennes en Bretagne et sur les problèmes des photovoltaïques en Bretagne aussi, comment la transition énergétique est un fiasco. Mais nous y reviendrons. Je commence. Moi, cette affiche de Henri Fouda et Ferramaille dans le Fouda de Hitchcock m'a plu pour illustrer mon propos. Bon, j'ai supprimé les noms d'Henri Fouda et Ferramaille, j'ai mis le gaz carbonique, c'est beaucoup moins poétique, mais le gaz carbonique, c'est vraiment le faux coupable idéal. Alors, le gaz carbonique est la bonne conscience parce qu'il attaque la fixation pathologique que l'on fait de nos jours sur le gaz carbonique. Elle empêche que l'on s'occupe des vrais problèmes de la planète. Et j'entends souvent un argument qui, j'avoue, m'a sidéré au début. En fait, j'entends très régulièrement cet argument. On me dit oui, mais le gaz carbonique, c'est grâce à lui qu'on a pu faire prendre conscience à la planète qu'elle était en danger, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait s'en occuper. Si on commence à dire ce n'est pas vrai, les gens vont se désintéresser totalement de tous les problèmes et la planète elle va aller à la dérive. Pour moi, ce genre d'argument n'est pas recevable parce que la planète elle va à la dérive pour d'autres raisons que le gaz carbonique. Et en s'occupant du gaz carbonique, on ne s'occupe pas des vrais problèmes. Le gaz carbonique est un gaz vital qui n'est absolument pas un polluant, vous avez bien fait de papier à main. Il est nécessaire à la vie, à la respiration des animaux, des végétaux. Il n'y a aucune toxicité ni effet néfaste. Personne n'est jamais mort de gaz carbonique. Quand on meurt de gaz carbonique, comme par exemple les insuffisants respiratoires en stade terminal, ou les chiens dans la grotte du chien où il y a du gaz carbonique à basse altitude, ce n'est pas le gaz carbonique qui tue, c'est l'absence d'oxygène.
Ce n'est pas le gaz carbonique qui les empoisonne. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. De même qu'un noyé meurt parce qu'il n'a pas d'oxygène. Ce n'est pas l'eau qui empoisonne le noyé, c'est l'absence d'oxygène qui le tue. C'est pareil pour le gaz carbonique. D'autre part, il y a une maladie qui n'existe qu'en France, qui n'existe nulle part ailleurs, et c'est arrêté aux frontières. Comme dans l'autre sens, le nuage de Chernobyl s'était arrêté en ayant peur des douaniers, ça s'appelle la spasmophilie. La spasmophilie, elle n'existe dans aucun pays au monde, sauf en France. Pourquoi? Parce que c'est le nom que l'on donne aux manifestations liées à la crise d'angoisse, pour ne pas dire aux patients que son cas relève de la psychiatrie ou de la psychologie, pour donner une apparence d'organicité avec des alibis comme le magnésium ou autre. La spasmophilie, qu'est-ce que c'est? C'est un manque de gaz carbonique. C'est dans la crise d'angoisse, on se met à respirer plus vite, on élimine trop de gaz carbonique, on fait ce qu'on appelle par modification du pH du sang l'alcalose gazeuse, avec tous les malaises, les vertiges, les palpitations, les mains qui tremblent, les sueurs, et ce genre de malaise qu'ont ressenti tous ceux qui ont gonflé votre pneumatique à la bouche ou à manger une glace à la bouche. Quand vous avez fait ça plusieurs fois, vous êtes quand même pas bien pendant quelques instants. Ça, c'est un petit truc en plus. C'est qu'il agit donc sur le pH du sang, nous l'avons vu, puisque quand il est en milieu liquide, le gaz carbonique se transforme en HCO2 moins plus la plus. HCO3 moins, mais plus la plus. C'est pas grave, ça c'est mieux. Disons ion bicarbonate plus ion acide. Et dans l'eau, c'est pareil. Il y a beaucoup de gaz carbonique dissous dans les océans. Et le pH de l'océan varie en fonction du gaz carbonique. C'est important pour l'évolution des espèces, pour les coquillages, la fabrication des coquilles de coquillages, qui ne se passent pas de la même façon suivant le pH de l'eau. Il faut savoir, par exemple, que les coquillages, les falaises d'Étretat, par exemple, c'est uniquement l'accumulation des coquillages. Ce n'est rien d'autre, c'est la pierre. Alors, je disais, oui, Extension des taux est des vrais problèmes, parce qu'on nous parle de gaz carbonique, et on ne parle pas de la pollution, qui est un problème beaucoup plus grave. Le gaz carbonique, ce n'est pas de la pollution, et on va voir des exemples en voulant lutter contre le gaz carbonique. On aggrave la pollution, il y a des effets de la surpopulation, la crise de l'eau potable, ce sont vraiment ça, les grands problèmes de la planète, pas le gaz carbonique. Et on met en place des fausses solutions. Les biocarburants, c'est le Brésil qui en produit énormément. Moi, je pose la question, on manque de terres cultivables. On arrive à une crise de l'eau, il y a la surpopulation. Est-ce qu'il est éthique d'utiliser des terres cultivables pour faire rouler des véhicules? Mon avis, c'est non. Mais là, c'est un choix philosophique. Le photovoltaïque, les panneaux solaires, j'en reparlerai après sous un autre point de vue, comme les éoliennes. Le photovoltaïque, je me pose, on va voir pourquoi c'est une solution plus tard. Je pose une question tout de suite, c'est on n'a pas résolu le problème de recyclage des panneaux en fin de vie avec tous les métaux qu'il y a dedans. On ne sait pas encore faire. Et ça, il paraît qu'on va savoir, mais en attendant, on installe partout. La taxe carbone, ça c'est l'impôt miracle. L'impôt miracle, ça c'est l'invention de M. Hulot. M. Hulot qui a fait signer un pacte à tous les candidats de l'élection présidentielle, pas la dernière, mais l'avant-dernière, ils ont tous signé. Il faut faire une taxe carbone. Et si en France on fait encore un impôt supplémentaire, et ça y est, maintenant il est arrivé, quand vous faites votre plein de fuel, vous avez une taxe carbone, donc la planète est sauvée, parce que vous payez un impôt de plus. Bon. Les éoliennes, c'est la pire des solutions, c'est la grande escroquerie. C'est la façon de produire peu pour le prix le plus élevé possible. Les éoliennes sont un désastre écologique, ça tue les oiseaux migrateurs, ça tue les rapaces. En France, on n'en parle pas, mais la Société d'ornithologie espagnole commence à monter au créneau contre les éoliennes à cause des espèces qui sont massacrées par les pales. Les éoliennes, il faut savoir qu'en France, l'EDF est obligé d'acheter le courant produit par les éoliennes, même
très cher, 2 fois plus que du nucléaire, et elle le revend à perte, au prix de son courant normal. Alors, les éoliennes, ça a des durées de vie limitées. La diapo suivante est spectaculaire, c'est que les États-Unis sont en avance sur nous. Leurs éoliennes, premièrement, ils se sont aperçus qu'elles ne servaient pas à grand-chose parce qu'elles coûtaient trop cher, qu'elles ne produisaient pas assez, qu'il faut transporter l'électricité, ce qui n'est pas toujours évident, de là où sont les éoliennes vers l'endroit où on les consomme. Et en plus, une fois qu'une éolienne meurt, il est impossible de dépolluer le site. Impossible à un prix acceptable, bien entendu. Et on voit ça en fait. Si tout se passe comme prévu, dans 10 ans ou dans 15 ans, les Corbières et la plaine de la Croix ressembleront à ça. C'est une honte qu'on continue à installer l'éolienne. Les pays qui ont beaucoup investi sur l'éolien sont en train de revenir en arrière pour beaucoup. Et notamment, il y a un pays qui a complètement arrêté, qui en a fait beaucoup et qui s'aperçoit qu'il n'en est plus depuis un certain temps, c'est le Danemark. Le Danemark a couvert l'éolienne et ils ont arrêté. Alors, on vient de voter une loi, il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours, ça a été voté, la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quelque chose dont je veux vraiment vous démontrer que ça ne sert à rien, que ça coûte très cher. Ça sert à quoi, la transition énergétique? C'est sortir du nucléaire. C'est préserver les ressources d'énergie fossile et limiter la production de gaz carbonique. Et les moyens qu'on a actuellement, il n'y en a pas 36. C'est l'éolien et le solaire. La géothermie est encore beaucoup trop marginale pour pouvoir être commercialement significative. Pourquoi le désastre? L'électricité, c'est une notion très importante, ne se stocke pas. C'est-à-dire que c'est au moment où elle est demandée qu'il faut la produire. Il y a des pics de consommation. Quand est-ce qu'il y a des pics de consommation? Le soir en hiver, quand il y a un anticyclone polaire. Il se trouve que le solaire, on le découvre peut-être maintenant, marche un peu moins bien la nuit. Les grands froids sont souvent associés à des anticyclones sans vent. Ça veut dire que lors des grands pics de consommation, où il faut fournir beaucoup d'électricité, il y a 2 sources qui ne donnent rien, le solaire et l'éolien. Alors, elles sont donc 2 capables de répondre à la demande, je viens de le dire. Conséquence, alors je ne sais pas ici. Et là, je vais avoir un petit texte très court à vous lire. Je vous laisse lire, et rien qu'avec l'exemple allemand, vous allez comprendre le désastre. Il y a des lignes. Allemagne, j'ai tous les pays, si vous voulez, d'autres pays, ils sont tous énumérés. Mais Allemagne, sa politique énergétique est complètement incohérente. Ce pays a fermé plusieurs centrales nucléaires dans la précipitation, sans aucune réflexion sur les conséquences, après la catastrophe de Fukushima. L'Allemagne a construit 1 million de panneaux photovoltaïques alors que ce pays est peu ensoleillé pour une fourniture de moins de 2% des besoins nationaux et pour un coût de l'ensemble supérieur à 100 millions d'euros. Le Nord et la zone côtière des mers du Nord sont couverts d'éoliennes. Le surcoût du kilowattheure, je passe sur les détails, c'est beaucoup plus cher. Il ne faut pas s'étonner, vous voyez, délocalisation des entreprises. Il ne faut pas s'étonner que 1/5 des entreprises allemandes ont déplacé certaines de leurs activités à l'étranger. Le ministre de l'économie a obligé son ministre de l'environnement à céder. Le nucléaire, le solaire va cesser d'être subventionné à partir de 2017 seulement. Les 2 principales sociétés de l'éolien, Solon et Solar, ont fait faillite. 150 000 emplois verts en voie de disparition. Autre problème, quand vous construisez l'électricité à un endroit et qu'elle est consommée à un autre, il faut la transporter.
Donc tout le parc éolien et solaire, il est au nord, mer du Nord Baltique. Les industries, elles sont dans la Ruhr et au sud. Il faudrait construire 4000 km de lignes haute tension pour relier les zones de production aux zones de consommation. C'est très cher, c'est un désastre écologique et tous les riverains de ce genre d'installation montent au créneau. Donc, on supprime du nucléaire, mais il faut quand même assurer un approvisionnement stable et régulier aux particuliers et aux entreprises. Que fait l'Allemagne? Elle construit à toute discrétion des centrales thermiques à charbon et à lignite. Et là, on part à fond sur la pollution. Parce que les centrales à charbon, ça, c'est pas des gaz carboniques. Ça, c'est le smog que vous avez sur les villes. C'est le radon radioactif dans les produits de combustion du charbon qui est très cancérogène pour les poumons. C'est un problème de santé publique qu'on va réactiver tout ça parce qu'on a mis un tabou sur le nucléaire. On continue. Oui, passe. Il y a une pensée unique, c'est le politiquement correct. Depuis 10 ans, on n'a pas le droit d'en sortir. C'est le gaz carbonique doit être condamné. Un directeur de recherche du CNRS ou autre impliqué dans le sujet s'amuse-t-il à dire ce que je dis aujourd'hui? J'espère que c'est fait. Plus rien. Ce laboratoire est pas fait. La dictature en France de l'écologiste, M. Hulot en veut à mort au gaz carbonique, il n'a pourtant rien fait. Et là, il est content encore de ressortir. J'ai vu des publicités à la télé sur ces grands projets écologiques. Éolien, photovoltaïque, géothermique et tout ça. On est en plein délire. Cet homme est dangereux, on devrait mettre sa tête à l'heure. Voilà les conséquences. C'est un peu miracle. Je ne sais pas combien de pourcents sur ma note de fuel parce que je paye un impôt qui va sauver la planète. Claude Allaire, je vais parler de son livre tout à l'heure, mais Claude Allaire, son propos, c'est le réchauffement global n'est pas le problème. On ne dit pas qu'il n'y a pas de réchauffement. On dit que ce n'est pas le problème. Les vrais problèmes, l'aggravation des phénomènes extrêmes, la fréquence en haut des tornades et des phénomènes cycloniques, qui ne s'expliquent pas du tout par le gaz carbonique et par le réchauffement d'ailleurs, comme les cyclones qu'on a encore vus sur les îles il y a quelques jours, avec le bilan dramatique que ça a donné. Il parle aussi qu'il est très préoccupé par la crise de l'eau potable. C'est un problème sur lequel il faudrait se pencher sérieusement. Et bien entendu, ça n'a rien à voir avec le gaz carbonique ni avec le réchauffement. Robert Giraudeau, que je vous ai parlé tout à l'heure, lui, il dit que le réchauffement climatique, c'est l'évolution naturelle de la fin de la désertisation. Voilà. Le gaz carbonique est responsable de 0,5% d'effet de serre. La teneur croissante du gaz carbonique de l'atmosphère est la conséquence et non la cause du réchauffement. Et ça, on va le démontrer. Autre dissonance, c'est, je vous l'avais bon, pour expliquer, là on va voir ce que disent ces gens-là. Didier Raoult, qui publie des colliers dans Le Point, je vous lis un petit article qu'il a publié dans Le Point et qui est à rapprocher de ce que je vous ai dit aux réactions de la publication sur mon blog, où les réactions n'étaient pas du tout scientifiques et contradictoires, mais c'était des insultes. Reste la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. Notre sentiment de culpabilité explique la transformation du débat en quelque chose de nature non scientifique. Pour la première fois, on a vu des académiciens demander à une ministre, à l'époque c'était Valérie Pécresse, de condamner les propos d'un géologue académicien, Claude Allaire, pour avoir osé proposer une hypothèse alternative. Ce type de procès tient plus de l'approche religieuse que de la science. Ensuite, ce ne sont pas des anonymes qui parlent. Pour sur Christian Marchand et Claude Boisseur, je vais faire une petite synthèse de ce qu'ils disent. Les deux, ils trouvent qu'il y a une corrélation entre la température moyenne terrestre et la longueur des cycles des taches solaires qui engendrent des vents solaires plus puissants et qui perturbent le rayon cosmique issu de l'Euro lactée. Ils sont à la base des
particules ionisantes qui créent des nuages. Et il y a une corrélation entre le réchauffement terrestre et ceux de Mars et ceux de certains satellites de Jupiter et de Neptune. Il y a quand même quelqu'un au JOC qui s'est amusé de dire que c'était la température de la Terre en montant qui avait fait monter celle de Mars. Si, ça a été dit. Werner Munter est un spécialiste des glaciers et des avalanches. Il est suisse. Il a travaillé, il a publié dans la Tribune de Genève. Alors sur le JOC, je dis entre guillemets, c'est lui qui le dit. Ces gens répètent en boucle des bêtises, le savent et sont payés pour. Ils ne sont pas crédibles, ils mentent pour préserver les intérêts économiques dont les leurs. Et le premier a parlé de la thermodynamique en disant que le réchauffement par effet de serre est contraire au principe de la thermodynamique. Il y en a beaucoup d'autres que je fais un petit choix, je reçois des dizaines de publications qui ont constaté. La théorie du GIEC, c'est ça. Quand j'ai suivi l'enseignement du certificat de statistique appliquée, que j'ai suivi il y a quelques années à la faculté du Jussieu, avant son désamiantage de CP gestion vécu, le professeur Schwartz, dans sa leçon inaugurale, nous a dit ça. 3 personnes sur 4 meurent dans le lit. Donc, dans le lit est dangereux. Les deux raisonnements sont les mêmes. Parce qu'il nous a donné, le professeur Schwartz, la statistique numéro 1, qui n'a pas été respectée par un GIEC. Quand on observe quelque chose, on n'a pas le droit d'en tirer une relation de causalité. Il faut faire une enquête d'expérimentation et pas une enquête d'observation pour dire une relation de causalité. C'est là-dessus que pendant des années, Philippe Maurice a dit que le tabac ne donnait pas le cancer du poumon. On observait qu'effectivement, il y avait plus chez ceux qui fumaient, mais c'était probablement parce qu'ils avaient en même temps le gène qui donnait envie de fumer et le gène du cancer. Bon, maintenant, il se trouve qu'on a des preuves autres qui démontrent l'action du tabac sur le cancer, mais c'est des arguments utilisés par Philippe Maurice et tous les cigarettiers pour dire non, nous ne sommes pas dangereux. Donc, innocence du gaz carbonique, voilà, je vais prendre le bon argument. La solubilité du gaz carbonique baisse quand la température augmente. Donc, quand la température augmente, le réchauffement climatique, les océans dans lesquels le gaz carbonique est moins soluble, lâchent le gaz carbonique qui va en plus grande quantité dans l'atmosphère. Donc, a priori, s'il y a une relation de cause à effet, et on est encore dans l'observation, ça serait plutôt, c'est encore au conditionnel, la température qui fait monter le gaz carbonique, et pas l'inverse. Alors ça, ces courbes se lisent à l'envers, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est là, et là, on remonte dans le temps sur 400 000 ans. 420 000 ans exactement. Moi, j'étais pas né. Et il y a 3 courbes. La courbe rouge, c'est la température sur la Terre. La courbe bleue, c'est une concentration de gaz carbonique. La courbe verte, c'est une concentration de méthane. Vous savez, il y avait des vaches qui analysaient les vaches de faire monter la température de la Terre, le méthane de leur paix. Donc, il y a une concordance parfaite entre ces 3 courbes. Le problème, c'est que cette courbe ne permet pas de dire lequel a entraîné l'autre. Alors maintenant, on a une autre courbe qui est faite sur des carottages glaciaires sur 22 000 ans en Antarctique. Parce que c'est vraiment un endroit, l'Antarctique, où on peut remonter très loin dans le temps. On a les couches année par année qui sont bien identifiables. Et sur la petite carotte de glace, on a quelle température il faisait, quelle est la concentration de gaz carbonique, et les scientifiques savent très bien faire ça. Voilà ce que ça donne. On a toujours des courbes qui sont parfaitement superposables, sauf que la courbe du gaz carbonique en bas monte bien après. Ça c'est très net, bien après celle de la température. Alors comment le gaz carbonique prend-il une machine à remonter le temps
revenir d'ici à là, avec un décalage de 800 ans. Ici, le décalage est plus faible, mais disons, c'est toujours, le gaz carbonique monte toujours après la température. Donc, la théorie nécessaire de l'effet de serre dit que le gaz carbonique fait monter la température, elle a déjà un gros coup dans le cercueil. On va en mettre un second tout à l'heure. Là, je pense que déjà. Bon, là, je vais passer assez vite sur le pouvoir de réchauffement des gaz à effet de serre, sur les gaz carboniques à 1. On s'aperçoit que l'eau est 8 fois plus le pouvoir de réchauffement, les des vaches 23 fois plus, mais quand on rapporte ça aux quantités réellement produites, on s'aperçoit que la vapeur d'eau représente 99,4% de l'effet de serre de l'atmosphère et le gaz carbonique 0,5%. Comment se fait-il que le GIEC ait décidé d'ignorer complètement ces données? Parce que le GIEC, il considère, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, l'eau comme une rétroaction du gaz carbonique. Il la néglige, il dit en plus l'eau, elle ne reste pas là assez longtemps pour pouvoir agir, donc on n'en tient pas compte. Ah, c'est sûr que si on élimine des choses comme ça, en fait, il y a aussi quand même 2,5% de la masse de l'atmosphère. Sa durée de vie, elle est une expression renouvelle constamment, en fait, dans l'atmosphère, même si ce n'est pas la même, elle est toujours là. Voilà. Donc, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. 27 fois plus abondante, au total 260 fois plus active sur l'effet de serre. Bon, ça, c'est même pas si important que ça. Je vais dire un petit mot du GIEC. Alors, ce que je dis du GIEC, donc vous avez compris, j'en disais du mal, ça s'adresse au GIEC, ça ne s'adresse pas aux membres scientifiques du GIEC pris individuellement. Il y a beaucoup de chercheurs parfaitement honnêtes sur le plan intellectuel et qui n'ont pas à être mis dans ça. Ce n'est pas une attaque globale sur tous les membres, c'est sur l'organisme. En fait, cet organisme, c'est un organisme politique. Ce n'est pas un organisme scientifique. Ne serait-ce qu'à cause de la majorité de sa proposition, où les 2/3 des gens sont là pour donner politiquement correct. Et nous, on est empêchés pour qu'on dise autre chose. Une liste de petits bricolages lourds et erreurs, et notamment des traficotages de données, dont certains ont valu l'exclusion des membres, il y en a un que je vous demande de retenir, c'est celui-là. L'élimination par Killing de 82% des mesures infrarouges sur le gaz carbonique à la station de Monagua. Derrière, c'est celui qui a découvert le poteau rose. Le reste, c'est des dégâts, il y a des choses critiques, il y en a. Mais parce que ça, on va en reparler tellement c'est pas. Moi, j'aime bien cette image. Assemblée générale du GIEC, lesquels parmi vous pensent que les gaz à effet de serre n'ont pas d'effet et que nous devons donc chercher un nouveau job, levez la main s'il vous plaît. Voilà, typique de la mentalité du GIEC. Alors, pour parler sans Pierre Réus, c'était un savant suédois qui est à cheval sur le 19e et 20e, qui a été effrayé par le développement des usines, tout ça, et qui a conclu ça. Et depuis, en fait, le GIEC, même s'il s'en défend, en dans le sillage, il faut absolument démontrer ça, politiquement correct, il est là depuis toujours. Là, on part sur un autre élément, c'est le chaos. Nous allons voir que la notion de chaos est très importante. Claude Allègre a dit à juste titre que la prévision à long terme de l'évolution du climat est impossible, dépend du phénomène chaotique. Or, le chaos est décrit par Trinidad, par exemple, sur les papillons que l'on connaît. Le chaos est quelque chose de parfaitement organisé, mathématiquement extrêmement précis. Le problème, c'est qu'il n'est absolument pas modélisable, tout à fait imprévisible. C'est pour ça que, autant les prédictions de l'augmentation de la température ne sont pas fiables à cause de ce phénomène chaotique, autant maintenant c'est l'inverse, parce qu'on va voir que depuis quelques années, la Terre refroidit. Depuis 2007-2008, la Terre refroidit, on ne se réchauffe plus. Et maintenant, il y a des gens, la chaîne de ont publié des prévisions sur le refroidissement de la Terre dans les années qui viennent. C'est aussi stupide
raisonner en termes de prévision de refroidissement qu'en termes de prévision de réchauffement. On ne sait pas. Jusqu'en 2013, il y aura un refroidissement. 2014, je ne dispose pas encore des données qui permettent de dire ce qu'il y a eu. Voilà, ça c'est l'histoire de la température de la Terre à l'échelle géologique. Vous voyez bien sur la dernière partie de la courbe, la dernière glaciation quaternaire, et nous on est là. C'est ce que dit Robert Giraudon, le réchauffement actuel est dans le sillage de la dernière glaciation quaternaire. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Ces deux courbes, qu'on appelle les courbes en crosse de hockey, que le JEC était contraint de retirer de ses publications, parce que la démonstration qu'ils sont publiées, vous allez la voir, et manipulée. Ce sont ces deux courbes, et rien d'autre, qui montrent qu'à l'évidence, le dioxyde de carbone monte de façon dramatique, et que la température suit de façon dramatique. Ce sont ces deux courbes qui sont à l'origine du protocole de Kyoto. Il n'y a aucun autre document scientifique à la base de l'accord qui a été signé il y a 10 ans. Or, ces courbes, je précise, voilà la réalité du gaz carbonique dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qu'a fait le GEC? Il a pris un point ici avec le carotage glaciaire, un point ici, c'est les fameuses mesures directes de Mauna Loa dont on va reparler. Il a fait une interpolation, une extrapolation, tout le reste a été balayé, ignoré, supprimé. Parce que si on regarde l'histoire de la température, c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, il y a eu un réchauffement climatique plus rapide, plus important que celui qu'on a maintenant. Ce n'était pas les usines, ce n'était pas les thermiques. Vous voyez qu'il y a le petit tache de glace. Le petit tache de glace qui se situe 16e, 17e, 18e siècle en France, en réaction à la période chaude. Alors ce petit tache de glace est historiquement très intéressant parce que ça a été la famine. Les cultures ne donnaient pas. Et ça a été la révolution. Alors, quand on a le ventre plein, on ne fait pas la révolution. Pour faire la révolution, il faut avoir le ventre vide. Et ils avaient le ventre vide. Et quand Marie-Antoinette, quand ils réclamaient du pain, leur répondait ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche. Et bien on est obligé de couper la tête ainsi qu'à Louis XVI. C'est ces variations climatiques qui sont le facteur déclenchant de la Révolution française. Les courbes de Mauna Loa, vous vous souvenez, je vous les ai montrées. En fait, elles ont été torpillées parce que la vraie courbe, elle est là. Les mesures là, on ne les connaît plus. Elles ont été sabordées, pillées. On ne sait pas ce qui s'est passé là, sur la concentration de gaz carbonique. Mais de toute façon, si on garde cette élévation-là à cet endroit-là, ça se passe bien après l'élévation de la température, ce qui contredit complètement la thèse. Et on ne peut pas aller à Kyoto dire qu'il faut supprimer la production de gaz carbonique. Donc la courbe, elle a été truquée par quelqu'un dont j'ai dit le nom tout à l'heure, manipulation qui était aussi dénoncée par ce savant qui, a priori, ne semble pas italien ou espagnol, je rappelle non. Et j'ai toutes les références, hein, si ça intéresse, j'ai les sites, les références, où vous pouvez aller chercher les articles dont je parle. Hein. Donc ces cours ont été supprimés des publications du GEC, ils n'en parlent plus. Ils disent d'autres bêtises, ils essayent d'en parler plus. Ah, là, c'est bien la diapositive. Je veux dire que je pourrais ne rien avoir dit avant ça. Je pourrais ne rien dire après. Elle suffit à dire tout le propos, cette diapositive. Vous avez deux savants allemands qui font des recherches et qui vont publier leurs recherches dans une grande revue. Alors, il faut savoir comment ça marche, les grandes revues, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand on va avoir un prix Nobel, de quelque discipline que ce soit on publie dans une revue généraliste comme Nature ou Science, soit on publie dans une revue de la spécialité dans laquelle on est. En médecine, on va publier un cardiologue en Heart and Circulation,
un physicien, il va publier dans l'International Journal of Modern Physics, et ainsi de suite. Et ces revues ont ce qu'on appelle des comités de lecture. Ce ne sont pas des employés du journal. C'est que chaque fois qu'il y a un article qui leur est soumis sur un sujet donné, ils envoient des copies de cet article aux plus grands spécialistes mondiaux de la question, et ils attendent l'aval de tous, l'absence de réserve, pour valider l'article et le publier. Alors, des fois, malgré toute leur précaution, ils se trompent, ils ont des ennuis. Ça a été le cas de Dieu dans les années 80, quand il a publié l'article sur la mémoire de l'eau par Jacques Benveniste, censé prouver l'efficacité de l'homéopathie, même en l'absence de la molécule. On s'est aperçu après que c'était contre-productif et que ça ne marchait pas. Et la crédibilité de l'étude, à l'époque, quand nous sommes montés, on avait pris un sacré coup. Donc, ce sont des revues qui ne publient pas n'importe quoi. Nous avons 2 savants allemands qui vont publier cet article-là dans l'International Journal of Modern Physics. Je veux dire que c'est falsification des données du gaz carbonique dans la théorie de Pfizer. Ils ne disent pas que le GIEC s'est trompé. Ils disent que le GIEC a falsifié les données. Et quand on va chercher, c'est en 2007. Alors, il y a eu une tentative de réplique du GIEC de contestation. Ils se sont fait renvoyer à leurs chères études par les auteurs et par tous les autres physiciens américains. Quel était le thème de l'article? Il en ressort quoi? Il en ressort ça. Alors, je veux dire que là, on a vraiment un deuxième gros clou dans le cercueil de Pfizer. Là, je passe à celui anecdotique. Cet homme-là, c'est Henri Kosker. C'est un plongeur marseillais qui a découvert cette grotte dans les calanques de Marseille. Dans l'entrée, à 37 mètres sous les eaux. Il faut savoir que les calanques, ce sont les calanques de Marseille, il n'y a pas de Cassis, il n'y a pas de calanque à Cassis. Cassis, il y avait une aucun touristique dessus, ce sont les calanques de Marseille. Il n'y a que Cornu, une calanque de Cassis. Et il y a dans les natures rupestres des animaux qu'on voit normalement de nos jours au nord du cercle polaire, notamment des rennes, des élans, des choses qui n'existent plus sous nos latitudes. Ça veut dire que la mer est à montée de 27 mètres, je crois. 37 mètres. La mer est montée de 37 mètres minimum en 20 000 ans, parce que ça a 20 000 ans. Et que le climat était beaucoup plus froid, vu les animaux qu'il y avait. Donc déjà, à cette époque-là, il y a eu un grand réchauffement. Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise des remparts de Saint-Malo, à l'époque où j'y habitais, où j'avais mon bateau au port de Saint-Malo. Et bien, 16 ans, c'est à 4 km de Saint-Malo. On y allait avec le bateau comme la marée communauté, qui faisait beau, on jetait l'ancre, on pique-niquait, on se baladait dans l'île, on rentrait à Saint-Malo le soir, c'était très court comme itinéraire. Voilà, jusqu'en 1438. L'espace qui sépare Saint-Malo de 16 ans était couvert de prairies. Il y avait des vaches exploitées par l'évêque du Lot de Bretagne. Alors, on n'est pas une chercher logique, c'est celle de l'humanité. La Méditerranée monte depuis 40 mètres en 20 000 ans. La Manche monte depuis 20 mètres en quelques années au Moyen-Âge. Et il y a un autre exemple, c'est le Groenland, qui a été appelé par Éric le Rouge, lorsqu'il l'a découvert au Moyen-Âge, la terre verte. Le Groenland, ça veut dire la terre verte, parce que c'était une terre verdoyante et qui pouvait persuader ses condisciples d'aller la coloniser. Donc, voilà, c'est pas nouveau. Les gaz carboniques n'y est pour rien. La fonte de la plaine glaciaire arctique a déjà existé il y a 1000 ans. On a maintenant quelques petites conséquences philosophiques, le réchauffement qui le problème. Il y a eu des réchauffements plus importants, on l'a vu. Il n'est pas maintenant depuis plusieurs années. Quand on regarde sur un certain nombre d'années les surfaces des glaces en Arctique, ce n'est pas du tout les cataclysmes que l'on nous montre à renfort dramatique. Il ne faut pas oublier que quand Amundsen, avant de découvrir le pôle sud, il a été faire des tentatives au pôle nord. Ce n'est pas lui qui l'a découvert, je pense que c'est Perry qui a découvert le pôle nord, mais il a quand même pu aller en bateau par le passage du nord-ouest, qui était libre de glace. Et le passage du nord-ouest, il a été bloqué par les glaces, on n'a pas pu le retourner. Et maintenant, il s'est à nouveau libéré. Donc, c'est pas nouveau.
La température de la fenêtre, cette courbe, je trouve qu'ils exagèrent la bande de la courbe. La température, ils intègrent la première partie, s'ils n'auraient pas dû faire, la bande aurait pu faire. Il y a quand même un léger refroidissement de la planète depuis 2007. Jusqu'en 2013. 2014, je vous dis, je n'ai pas développé. En 2013, parce que c'est ça que vous parlez, ça n'est jamais paru à la télévision. La télévision, on dit toujours que les sous-soviens sont obligés de frotter une nager parce qu'ils font plus un mouvement qui se font poser les pieds. Le minimum estival des gaz arctiques en 2013 est 30% plus étendu que 2012. Ce sont les mesures satellitaires de l'US National Storage Data Center, qui est l'organisme officiel de ce genre de mesures aux États-Unis. 5 000 km, 3,5 millions. Et en 2012, la banque occidentale est passée par un maximum historique. L'effet de serre, c'est la vie. Sans effet de serre, on serait à moins 17 degrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, une nuit étoilée, toute chose égale par ailleurs. Il fait froid, petite couche nuageuse, la température monte de 2-3 degrés. Dans le désert, si on a froid, la nuit est très chaude le jour, c'est parce qu'il n'y a pas d'effet de serre pour annoncer les choses. Oui, comme on peut noter que dans l'hémisphère sud, ces variations climatiques sont beaucoup moins sensibles. L'orgueil de l'homme lui fait croire qu'il peut maîtriser le climat, alors qu'il ne peut pas. Confondre une énergie constante. Là, on cherche à faire des prévisions, mais on ne peut pas en faire. Le salut, c'est dans l'adaptation. Ce n'est pas du tout dans des mesurettes inefficaces. L'homme devant 3 grands défis. Préserver les ressources en énergie, apprendre à gérer l'eau et gérer l'espace avec la surpopulation. L'effet pervers de la croissance, plus la croissance, plus on consomme de l'énergie, moins on a d'eau et moins on a d'espace. La croissance propre, ça n'existe pas. Oui, ça c'est ce que je viens de dire. Et là, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre debout et observer une minute de silence, si on en reste là. Mais il y a quand même 2 cercueils de théorie d'effet de serre qui sont vraiment, 2 couches de cercueils qui sont vraiment, je crois, difficiles à contester. Et je terminerai par cette phrase d'un grand chercheur américain qui explique exactement ce qui se passe en climatologie actuellement. C'est exactement cette phrase, ce qui se passe en ce moment. Je vous remercie. S'il y a des questions ou des interventions, je vous écoute. Oui, madame. À un moment donné, on parlait beaucoup de l'effet du gaz carbonique sur la couche d'ozone et des trous dans la couche d'ozone. Actuellement, on n'en parle plus. Quelle est votre position là-dessus? La couche d'ozone s'est mise à avoir des trous quand le fréon est tombé dans le domaine public et que General Electric a dû vite inventer un autre gaz pour conserver le brevet et dire que le fréon causait des trous dans la cage d'ozone. Donc les trous dans la couche d'ozone, c'est quelque chose qui a été inventé par General Electric pour protéger des brevets. Là où je me suis vraiment posé des questions, c'est qu'il y a eu, à cette époque-là, il y a un certain nombre d'années, l'éruption d'un volcan, je crois, aux Philippines, qui s'appelle le Pinatubo. Parce que vous avez entendu cette éruption énorme. Cette éruption a fait un trou dans la couche d'ozone absolument inimaginable, rien à voir, et ce trou que des milliards de tonnes de fréon n'auraient pas pu faire, parce que c'est plus les bombes dans le sol que le gaz carbonique. Vous avez vu, le gaz carbonique n'a pas trop été mis en rapport avec l'ozone, mais ce trou s'est refermé. C'est sûr que les trous dans la couche d'ozone, c'est quelque chose qui peut favoriser des troubles de l'ensoleillement, des pathologies cutanées, un certain nombre de choses, parce que ça ne filtre plus les rayonnements ionisants, des rayons cosmiques et les rayonnements solaires comme ça devrait.
Mais là, il faut savoir que l'activité de l'homme sur ce genre de choses est négligeable par rapport à l'activité naturelle, notamment volcanique. Autre question? Les particules. Les particules comme la mer sur Paris ou l'extérieur, la sol intérieur, les particules en ville. Ah, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le gaz carbonique. Il est exact que les particules qui résultent de la combustion du fioul ou de certain nombre d'autres formes de combustion industrielle sont de la pollution et peuvent être nocives. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le gaz carbonique ni avec le réchauffement. Oui, Anne. Comment on explique l'aggravation des phénomènes climatiques? Je ne sais pas, c'est une constatation. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le sens, notamment les phénomènes liés à El Niño au niveau des côtes d'Amérique du Sud, avec l'inversion du courant. Et il y a alors, j'avais lu une théorie qui parlait des anticyclones polaires mobiles qui se déplaçaient, se bloquaient dans les reliefs. Pourquoi? C'était dans Sciences et Vie, j'ai lu ça il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est quelque chose que l'on constate, sur laquelle je n'ai jamais trouvé d'explication satisfaisante, mais l'attribuer au gaz carbonique, je ne vois pas comment on peut faire le lien. Mais sans parler du gaz carbonique, au climat, à une évolution du climat. Et oui, le problème, c'est que le climat, il ne se réchauffe plus, même il ne se refroidit un peu depuis 2007. Or, ces phénomènes cycloniques importants, on a encore observé, c'est la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'il y a eu une grosse catastrophe aussi. Et donc, je ne sais pas, oui, il y a un climat qui globalement change, mais je ne sais pas exactement comment. Je ne peux pas répondre à la question. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas dire que l'homme n'est pas responsable des modifications du climat. Comment on ne peut pas dire que l'homme est responsable des modifications du climat? En fait, on ne le sait pas. On peut penser cette chose. En tout cas, ce qu'on voit avec le jeu, c'est que ces gens-là n'ont pas l'humilité de dire qu'ils sont dans le domaine de la théorie. Parce qu'ils nous annoncent des choses qui existent évidentes. On montre quelques degrés s'il y a plus de gaz carbonique, on montre pas de données. Tout dans le cas, c'est une absurdité scientifique de base. On ne sait pas. Oui. Ce que tu viens de dire, on ne sait pas. Et ça, c'est à dire. Il y a un Américain, ancien candidat au présidentiel, qui s'appelle Al Gore, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années avec un film catastrophe sur l'évolution du climat, inspiré par le génie de C, loué par Nicole. Si on avait écouté Al Gore, si ce qu'il a dit était vrai, aujourd'hui, le niveau de l'eau serait monté de 6 mètres. Aujourd'hui, c'était les prévisions d'Al Gore il y a quelques années. Il est monté depuis là d'environ 1 cm, puisque l'élévation du niveau de l'eau actuellement se stabilise entre 1 et 1,2 mm. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau, de la vapeur d'eau, qui est, je ne sais plus combien de fois, plus abondante que le gaz carbonique. Oui. À ce stade, quel est l'effet bénéfique ou maléfique de la vapeur d'eau? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'effet maléfique. Je pense que, de toute façon, son rôle, cette vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est quand même celle qui nous apporte la pluie, qui nous apporte la vie, qui nous apporte beaucoup de choses. Donc, moi, je ne lui vois pas d'effet maléfique. Quand il n'y en a pas, la vie devient beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de vapeur d'eau dans le désert, et on vit quand même moins bien dans le désert que là où il y a de la vapeur d'eau. Alors, on parle aussi du CO2 parce qu'on le considère comme excessif. La civilisation industrielle, les automobiles, tout cela ajouté semble faire croire qu'il y en a trop. Il y a trop de CO2 qui est dégagé sur la ceinture atmosphérique, qui contribue justement à travailler sur les plaques, sur les trous d'ozone et autres, et les concentrations peut-être sur les zones polaires. Je vais vous donner une information que j'ai en tête, mais j'ai amené mes données. Je crois que la part
revient à l'homme sur une gaz carbonique totale, je crois que c'est 0,5%. Je regarde, je retrouve avec précision, mais disons qu'il y a la part de la production industrielle et humaine, d'autant plus que, souvenez-vous, que les réchauffements climatiques plus importants ont lieu au Moyen-Âge, et qu'au Moyen-Âge, on ne pouvait pas incriminer les voitures de l'industrie. Alors, vous avez entendu aussi le témoignage peut-être de Jean-Louis Etienne quand il est allé sur les pôles glaciaires, surtout au Groenland. Il s'inquiète de la fonte des glaces sur la zone de terre. Ce n'est pas tellement la couverture de bordure des banquises, mais il s'est rendu compte que la quantité, les volumes de glace ont fondu à l'emplacement des terres émergées. Et donc, il considère que c'est un effet inquiétant parce que l'équilibre entre les froids glaciaires et les chaleurs de la ceinture équatoriale n'est pas respecté. Il y a un déséquilibre qui se crée entre une chaleur excessive de la ceinture équatoriale et la baisse de froid du pôle Nord. Ça peut être une des explications à la question que posait Anne sur l'aggravation des phénomènes extrêmes. Oui. Maintenant, là, dire que l'homme est peut-être responsable, ça m'apparaît peu vraisemblable, puisque cette fonte-là, elle a déjà existé, puisqu'il y a 1000 ans, ça avait complètement disparu ce qu'il y a au Groenland. Donc on n'est pas devant quelque chose de nouveau, on est devant quelque chose devant lequel il faut avoir de l'humilité et voir comment on s'adapte sans prétendre savoir le changer. Alors il nous manque le recul pour en tirer un diagnostic impératif. Et ce que semblait penser Claude Allègre, c'est qu'il vaudrait mieux étudier les phénomènes chaotiques qui ont traversé la vie de la planète. Et donc, il nous ramène à une observation thermodynamique et géologique des phénomènes chaotiques et climatiques, tout ça à la fois. Mais on n'a pas quand même l'explication pour l'augmentation de la température. Si vous prétendez que la température a précédé le CO2, comment s'expliquer l'augmentation de température? Si on regarde les données, voilà. Quand vous regardez l'histoire de la température de la Terre, vous voyez bien que ça a toujours fait ça, que même au quaternaire, c'est monté, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu, et là, il y a eu la dernière glaciation quaternaire, on est en train de monter. L'explication, c'est que ce sont des phénomènes qui ont toujours existé de la même façon, et on ne peut pas dire, il est impossible de dire, si on arrive au point à partir duquel ça va redescendre, aussi ça va continuer à monter. Mais c'est comme ça fait partie de l'histoire naturelle de la planète. Il n'y a pas de cause précise, circonstancielle en ce moment. Est-ce que tu... C'est aussi solaire. Oui. Les éruptions solaires. On n'est pas sûr de la causalité durable, mais on pense que c'est possible qu'il y ait une progression. Oui, alors ça, c'est ce que disent deux des scientifiques que j'ai cités. C'est-à-dire, ce n'est pas directement le rayonnement solaire qui est perturbé, c'est le rayonnement solaire, les taches solaires engendrent des vents solaires. Et ces vents solaires sont extrêmement puissants et se ressentent très loin du soleil, même au niveau de Mercure, presque jusqu'à Mercure. Et les rayons cosmiques qui viennent de la Voie lactée, quand ils traversent ces zones-là, ils sont complètement perturbés, et comme c'est eux qui agissent sur la nucléaire de la formation des nuages, ces vents solaires font que le climat est complètement déréglé. Oui. Mais on ne connaît pas la façon de le prévoir, de dire les Quand vous parliez tout à l'heure des courbes que le GIEC a appliquées et qui sont, semble-t-il, effectivement contestées par un certain nombre de scientifiques. Mais tout le problème aussi, c'est que c'est la fiabilité des courbes et la reconnaissance de ces moyennes et courbes par la plupart des scientifiques du globe, de la Terre. Non, les courbes en question que j'ai montrées, qui ont présidé à l'élaboration du protocole de Kyoto, ils ont été obligés de les abandonner. Ceux qui ont trafiqué les données ont été exclus de leur laboratoire de recherche, exclus du GIEC, on les a malheureusement pas mis en prison. Ceux
ce ne sont pas des problèmes d'accord et d'interprétation scientifique, ce sont des problèmes de triche et de fraude et de manipulation de données. C'est très difficile. Oui. J'ai pas compris. Vous, quel est la force de CO2? Oui, on a 0,5% et le reste, c'est qui d'abord? Sur les plantes, les végétaux, les végétaux fabriquent de l'oxygène, c'est la photosynthèse, et c'est le poumon de la planète qui fait l'oxygène, et tout ce qui est à chlorophylle et la photosynthèse, il y a plus de CO2. Ah ben c'est sûr que déforestation ne change pas les choses. Mais de toute façon, même en excès, le CO2, il ne fait pas vraiment de mal. Voilà. Non, le problème de la déforestation, c'est qu'il y a d'autres problèmes connexes dont on pourrait parler, je ne vais pas l'aborder ici, mais la déforestation en Amazonie, en Asie du Sud-Est, ce sont deux grands sites critiques. Historiques de Pâques, il n'a pas dit que qu'il était pour le nucléaire. Et c'est des problèmes graves, mais ça joue effectivement sur la respiration de la planète. On dit que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, ça veut dire ce que ça veut dire. Et excusez-moi, je monopolise, mais. Ah, pardon. Ah, monsieur Stal, je vous ai. Pardon. Le CO2, c'est la base carbone. Aussi, le carbone, c'est la base de la vie, c'est H1. On est la composante permanente de la vie, c'est le carbone. Quand la vie disparaît, on relibère le carbone qu'on a fixé. Les végétaux libèrent le carbone. Quand ils libèrent le carbone, c'est le pétrole, et effectivement, on a ces qui consomment ce carbone-là et le libèrent de l'atmosphère, crée effectivement surtout ce réchauffement. Et c'est un bruit de fond faible, j'ai estimé à 0,7. Ça, je ne sais pas, voilà. La nature de on est obligé d'importer l'énergie électrique par la centrale et par les thermiques, les centrales thermiques et l'énergie nucléaire. Ce qui semble bien en effet démontrer que seule l'énergie nucléaire pourra subvenir à tous les besoins de nos sociétés. Et alors, le problème, c'est que nous sommes contredits par les écologistes qui craignent, avec le nucléaire, surtout pour certaines centrales, qu'il faudrait fermer. Donc ça fait peur. Depuis que Fukushima a commencé, eh bien, Fukushima a fait d'énormes dégâts. On a vu que la centrale de l'EPR, là, dans le nord, à Flamanville, cette centrale continue de se faire reconstruire à grands frais et qu'elle n'est pas encore complètement terminée. Et donc, le nucléaire fait déjà peur à cause de cette tempête qui a ravagé les usines. Le nucléaire fait peur. Il faut inventer une peur avec le gaz carbonique. Ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, mais le nucléaire, c'est notre problème. À mon avis, ça c'est mon point de vue à moi, j'ai travaillé dedans, le nucléaire, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, on est bien d'accord, qui est pour l'instant, en France, plutôt bien maîtrisé. On n'a pas de problème, on n'a pas eu de problème. On peut en avoir, personne n'est parfait, donc on peut en avoir. Le risque en cours, d'après les écolos, est intolérable. D'après des techniciens comme moi, il est suffisamment maîtrisé pour être acceptable. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est mon point de vue, c'est qu'on n'a pas de meilleure solution maintenant. Mais ce n'est pas une solution d'avenir, c'est une solution transitoire. Pour moi, le nucléaire est une solution transitoire qui nous rendra des services de 1960 à 2080. Mais pas au-delà, il faut trouver quelque chose de mieux. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Un écolo va penser que le risque est intolérable. Un scientifique français, plutôt, va penser que c'est acceptable. Après, moi, c'est un point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une finalité. Il faut vite passer à autre chose. Pour l'instant, on n'a pas mieux, un point de vue. C'est qu'en fait, le nucléaire,
Est-ce qu'on a le choix? Parce que le problème, en fait, c'est celui de la croissance. Ce qui est dangereux, c'est la croissance. Si on veut de la croissance, on ne peut pas se permettre de doubler le prix de l'électricité ou même tripler en renonçant au nucléaire. Ou si on ne veut pas doubler ou tripler le prix de l'électricité, on le remplace par des structures polluantes et dangereuses d'une autre façon, c'est ce que Fred vient de dire, qui ne conviennent pas plus à la santé. Il faut savoir que le nucléaire a des perspectives quand même qui peuvent être, qui sont en cours d'étude, c'est que où il serait quand même moins dangereux, c'est avec les EPR et les nouvelles générations de réacteurs qu'il y a peut-être des choses à faire dans des conditions de sécurité et de progrès plus acceptables. Maintenant, on ne peut pas, partout où on a refusé le nucléaire, il y a j'ai étape par étape les désastres que ça représente, la transition énergétique, je vous donne juste l'exemple allemand. Il y a une autre solution, hein, c'est dire, bon, eh ben, on va vivre mieux, on ne va pas avoir la dictature de l'argent, on va pas les grandes entreprises ne vont plus rien pour nous, on va sécuriser la bougie on va marcher à pied et au vélo, on fait plus de voitures, et là, c'est beaucoup moins dangereux. Mais le problème, c'est qu'on a un monde qui est dans une marche en avant que personne n'est capable d'influencer dans un autre sens. Et dans ce sens-là, la croissance fait des dégâts. La croissance propre n'existe pas. Et quand on nous parle qu'il faut de la croissance, eh ben, ça fait peur. Parce qu'un point de croissance, c'est tant de déforestation, c'est tant de pollution, c'est tant d'eau, c'est tant d'énergie consommée, c'est ça. Mais là, on est dans la philosophie de la façon de vivre et de l'école. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne sais pas pourquoi personne ne se dresse en fait. Mais il n'y a pas personne. Il y a des publications tous les jours, mais il y a une omerta, ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Ce n'est pas politiquement correct. Comme le carburant, on parle de l'évolution particulière pour la des années avec la contestation, mais on ne peut pas la faire avec soi. Voilà, bon, ben écoutez, je pense qu'il nous reste à remercier pour cette brillante conférence et on espère que ça vous principe qui s'arrêtera aujourd'hui, qui passe plus tard. Merci à tous d'être là. Merci. Ah,